Les usagers qui se sont heurtés aux portes fermées ne savent pas à quel sens se vouer depuis le début de cette journée de lundi. Il faut également signaler qu'à l'origine de la paralysie observé depuis ce matin, il y a le non-respect par l'État de ses engagements. En fait, l'huissier aide la justice à bien fonctionner et ne demande pas mieux que le remboursement des frais qu'il engage dans l'accomplissement de certains actes de justice. Avant de reparler de cette actualité des grèves des huissiers, rendons-nous à la communauté urbaine de Douala qui a tenu ce jour sa session de plein droit avec la rentrée des grands conseillers. Le gouverneur de la région du littoral exhorte les conseillers municipaux qui siégeront à la communauté urbaine de Douala durant les 5 prochaines années à cesser d'être préoccupés uniquement par les avantages que leurs confrères leur posent. Ils doivent participer de manière active à la gestion de la ville. L'autorité administrative le leur a dit ce jour à l'occasion de la session de plein droit de la communauté urbaine de Douala. Jean-Johnny Peck et Flavien Valondongo. Le non-respect des promesses, la gestion calamiteuse des fonds, la complicité entre les conseillers et l'exécutif sont des aspects appelés à disparaître au cours des 5 prochaines années du nouveau mandat. C'est un grand conseiller qui doit être transparent, qui doit être vigilant, il doit être devenu de moins en moins individualiste et de se rappeler qu'il a été élu par les populations pour être au conseil de la commune et la commune l'a délégué pour être au conseil de la communauté. Qu'ils soient issus du parti au pouvoir ou encore de l'opposition, les conseillers de la communauté urbaine de Douala, 36 au total, ont reçu leurs attributs des mains des autorités. Le gouverneur de la région du littoral a exhorté les représentants des communes d'arrondissement du département du Vouri à contribuer de façon active au développement économique et social de la ville de Douala. Il leur a également demandé de ne pas davantage s'intéresser aux avantages que leur confère leur poste. La vérité, la sincérité. Et moi, je parle de la régularité, de la légalité dans le travail que vous aurez à faire ensemble. Dans une ambiance de rentrée municipale, les conseillers qui siégeront aux côtés du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala ont sans doute des comptes à rendre à ceux qui leur ont accordé des suffrages. Que l'UPC a été créé pour aider les masses à s'organiser, pour que les masses puissent atteindre leurs objectifs. Je vais donc mettre en pratique cet article ici, aider les masses à s'organiser, pour que les masses puissent atteindre les objectifs. Je vais aller vers les masses. Qu'est-ce que les masses de Douala veulent socialement, sur le plan éducationnel, sur le plan de la santé, pour qu'ensemble nous puissions construire et atteindre les objectifs des populations. La session de plein droit du conseil de la communauté urbaine de Douala devra se poursuivre avec la session d'imprégnation sur leurs prérogatives. Une autre session de plein droit qui est annoncée, elle aura lieu demain, ce sera à l'hémicycle de Ngoïkele où les 180 députés vont se retrouver après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel qui est intervenu il y a quelques semaines. Ce sera donc la rentrée parlementaire pour tous les 180 députés nouvellement élus. Restons en politique et le non-respect des décisions de la commission d'investiture du SIF à Kumba et Touba. Le chairman Nijol Fundi opte pour le dialogue avec les maires contrevenants avant l'extension. John Fundi en a décidé ainsi lors de la réunion du National Executive Committee qui s'est tenue à Bamenda ce week-end. Le point avec Jenny Edmond et Étienne Pascal Azegue. Les exécutifs communaux de Kumba dans la région du sud-ouest et de Touba dans le nord-ouest n'ont pas respecté les décisions de la commission d'investiture du SIF. Les maires portés à la tête de ces mairies après le double scrutin du 30 septembre ne sont pas ceux choisis par les responsables du parti de la balance. Le chairman a tenu à apporter des précisions sur ce qui passe pour une indiscipline dans ces deux mairies lors de la réunion du National Executive Committee tenue à Bamenda. Le parti est régi par un règlement intérieur et ce règlement intérieur doit être respecté. De mon point de vue et en ma qualité de leader et surtout de père de famille, je dois tout d'abord privilégier le dialogue. J'ai envoyé le vice-président de l'Assemblée nationale à Touba et le questeur à Kumba pour discuter avec ses maires pour leur demander de venir à la raison. Nous sommes préoccupés par cette situation et nous vous donnerons donc plus ample d'informations le moment venu. Nijol Fundi pense qu'il est encore temps pour les deux maires de s'aligner derrière le choix du parti. Cette réunion du NEC a également été l'occasion pour le SIF de faire le bilan de leur participation aux récentes élections législatives et municipales.
Sur 360 communes au Cameroun, le Social Democratic Front a postulé seulement sur près de 120 et déposé les dossiers pour 69 sièges sur les 180 disponibles à l'Assemblée nationale. 18 députés SIF vont siéger à la Chambre basse lors des 5 prochaines années. Reparlons de ce mouvement d'humeur des huissiers de justice. Cabinet mort observé à travers le pays depuis ce matin. Les huissiers de justice et agents d'exécution revendiquent le paiement de leurs émoluments au titre des 4 derniers trimestres. Les usagers qui se sont heurtés aux portes fermées ne savent plus à quel sens s'ouvrir. Marcelin Gansop et Emmanuel Job. Il fallait parcourir toute la ville et s'armer d'une bonne dose de patience pour mettre la main sur un huissier de justice. C'est que toutes les études étaient fermées au grand désarroi des usagers. Ils sont comme ça du palais de justice. On m'a demandé des originaux, des actes que l'huissier a posés. Et croyant qu'ils sont ouverts, bon, je viens de constater qu'ils ne sont pas là. Nous sommes tout simplement déçus parce qu'on venait sur un dossier ici qui est confié au cabinet du maître. On arrive, on trouve que tout est fermé. Ce n'est que de la déception. Joignant l'acte à la parole, les huissiers de justice ont mis en exécution le mot d'ordre de cessation des activités. Ils revendiquent principalement le paiement de leurs émoluments. Mais en plus de l'argent que l'État leur doit, il y a également que plusieurs difficultés entravent la bonne marche de la profession d'huissier de justice au Cameroun. Nous avons des collaborateurs qui en fait sont des huissiers de justice ayant passé régulièrement leur examen de fin de stage et qui se retrouvent depuis plus de 15 ans pour certains, 18 voire 18 ans pour d'autres, confrontés à un chômage qui ne dit pas son nom. Le problème des huissiers de justice, c'est aussi le problème de l'obsolescence des textes. Le tarif des huissiers de justice du Cameroun date de 1979. Des problèmes maintes fois soumis à l'attention de la chancellerie, sans même un début de solution. Résultat des courses, les études sont fermées et c'est le fonctionnement de l'appareil judiciaire qui prend un sérieux coup. Les regards sont donc tournés vers la chancellerie. Les huissiers de justice sont suspendus à la signature du garde des Sceaux, condition sine qua non de la reprise du travail dans les différentes études. Ici Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. À l'origine de la paralysie observée depuis ce matin, il y a le non-respect par l'État de ses engagements. En fait, si l'huissier est bien cette personne qui aide la justice à bien fonctionner, il ne demande pas mieux que le remboursement des frais qu'il engage dans l'accomplissement de certains actes de justice. Des explications avec Marcelin Gansop une fois de plus. Pour une bonne administration de la justice, l'État recourt très souvent à l'expertise des huissiers de justice. À la requête du ministère public, l'huissier de justice doit servir des actes à des justiciables, en portant devant ces justiciables des actes ou des exploits, comme nous les appelons, leur donnant des informations sur les dates d'audience, sur les motifs pour lesquels ces parties sont poursuivies. L'huissier peut même, à la requête du ministère public, faire des constatations d'ordre matériel, autant que même privé. L'huissier peut, à la requête du ministère public, toujours signifier des jugements à tous ceux qui ont été ou défaillants ou ont eu gain de cause. L'huissier de justice investit dans son argent et attend d'être remboursé au risque de mettre son activité en péril. Tout ce travail nécessite des sommes importantes d'argent que l'huissier sort de sa trésorerie par anticipation à charge pour l'État de le lui restituer au vu d'un État qu'il dépose trimestriellement. C'est ce que nous appelons les États de l'Union. Et quand vous savez que dans une ville comme Yaoundé, où l'huissier doit parcourir parfois 25 km pour signifier un acte, sortir de l'argent de sa trésorerie et ne pas se faire rembourser, c'est justement une façon
d'aller vers le dépôt du bilan. C'est donc faute de se voir rembourser que les huissiers de justice et agents d'exécution ont décrété cabinet mort dès ce lundi 28 octobre 2013. Et c'est une histoire plutôt incroyable racontée à Douala ce week-end. Une femme qui affirme avoir été enceinte pendant 2 ans. Et bien, des médecins rencontrés dans la capitale économique font savoir que tout ceci ne relève que des affabulations. Euka Claude et Sandrine Babo. Cette femme, Nelly Azambou, dit avoir mis au monde le 26 octobre dernier un bébé après 2 ans de grossesse. Pour les médecins, tout ceci n'est qu'illusion. Il faut avouer tout de suite que ça relève de la fabulation. Ce n'est pas vrai, il faut utiliser les mots tels qu'ils sont, ce n'est pas vrai. Ça relève vraiment de la fabulation. Une grossesse ne peut pas se développer dans le ventre d'une femme pendant 24 mois. Pourtant, la jeune femme, âgée de 31 ans, dit être enceinte depuis janvier 2011. Malgré les conclusions des visites prénatales qu'elle a effectuées dans plusieurs formations sanitaires, elle est restée convaincue du contraire. Il est impossible qu'une grossesse dure au temps, affirment les médecins. C'est tout simplement aussi facile. Le placenta ne peut pas le nourrir au-delà de 9 mois. Et c'est un bébé après 9 mois, il est très fragile. Il est très fragile. C'est pour ça que lorsque vous avez, c'est ce qu'on appelle le bébé des géants au pied d'argile. Il grandit après 9 mois. Il faut absolument le sortir. Il y a un certain délai. Donc, ça relève pour moi tout simplement de la fabulation. C'est pas possible. Donc, une grossesse a un délai bien précis dans le ventre de la maman. Et après, lorsqu'on atteint un dépassement de temps, il faut absolument sortir le bébé, puisqu'il n'a plus de nutriments. Un bébé de 24 mois, c'est un bébé qui a les dents, un bébé qui prend du lait, qui prend de la bouillie. C'est impossible que le sang de la maman contienne tous ces éléments pour pouvoir le nourrir. Nelly Azambou explique avoir toujours eu des grossesses du même type. Du surréalisme pour les spécialistes de la santé qui restent sceptiques quant aux visites prénatales faites par Dame Azambou. Donc dire qu'un bébé atteint 24 mois dans le ventre, c'est impossible. Je peux pas, on peut pas. C'est surréaliste. C'est pas possible ça. S'étant fondée sur l'absence de ses menstruations, Nelly Azambou s'est trompée, déclare le gynécologue. Une absence de règles n'est pas toujours considérée comme une grossesse. Alors, demandez à cette dame si elle a fait une échographie à cette période. Alors, s'il y a une échographie, ça permettra de dater la grossesse. Et à ce moment, vous comprendrez si la femme, vous saurez si la femme est enceinte ou pas. Une absence de règles, ça peut être des kystes, ça peut être des problèmes hormonaux, ça peut être pas mal de choses qui peuvent être à l'origine de cette absence de règles. Donc, une absence de règles ne veut pas toujours dire qu'elle est enceinte. Des cas similaires sont enregistrés dans les hôpitaux et les causes sont diverses. Une dame peut être en situation de détresse au niveau de son foyer pour un problème de bébé et vous raconter pas mal de choses pour pouvoir arriver à ses fins. Une femme peut avoir tellement envie de faire un bébé qu'à des moments elle dit ouais, je sens quelque chose bouger dans mon ventre, j'ai l'impression que je suis enceinte. On en voit tous les jours. Pourtant ce n'est pas une grossesse. Des échographies existent qui permettent dans les brefs délais de savoir si la femme est enceinte ou non. Heureusement, il y a des échographies qui existent, qui permettent, après 10 jours de retard de règles, de savoir qu'il y a un bébé dans le ventre. Donc vérifier tous ces éléments avant d'affirmer qu'il y a effectivement une grossesse. Une femme peut avoir un ventre qui gonfle, qui bouge, les intestins peuvent bouger dans un ventre sans qu'on ne soit enceinte. Et c'est dit, et c'est bien compris, on espère bien sûr que c'est très bien compris par les femmes. Le corps sans vie d'un homme de la quarantaine environ a été retrouvé suspendu à un arbre dans un champ situé à quelques encablures du marché central de Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Selon des témoins, cet homme aurait été tué avant d'être accroché sur cet arbre à l'aide des fils de fer. De blessures et des écorchures sur certaines parties de son corps montrent des signes de torture. Une enquête a été ouverte par la police pour déterminer les circonstances de ce décès. Et nous parlons sport, football. À présent, plus qu'une journée et le championnat national d'Elite One de cette édition 2013 va rentrer en gare. À une journée de la fin, il n'y a presque pas de lisibilité sur le champion en titre à l'issue de ce championnat national, encore moins sur toutes les équipes qui vont évoluer en Elite 2 la saison prochaine. Etienne Pascal Azegue. À moins d'une journée de la fin du championnat de l'Elite One, édition 2013,
Seul Sable Football Club de Batié est désormais fixé sur son sort. Les Sansan Boys, qui totalisent 23 points, vont évoluer la saison prochaine à l'Élite 2. Les autres tickets pour la division inférieure n'ont pas encore de propriétaire. Les principaux prétendants sont Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, qui totalise 25 points et un match en retard. Panthère de Banganté, 26 points. Renaissance de Ngoumou, 29 points. Et New Star de Douala, également 29 points et un match en retard. À la tête du classement, c'est toujours le statu quo sur le champion à une journée de la fin de l'Elite 1. Mais les Astres de Douala ont pris une sérieuse option vers le sacre final après leur victoire 1-0 contre Young Sport Academy de Bamenda. Les Brésiliens de Bepanda ont mis la pression sur leur poursuivant immédiat, Coton Sport de Garoua, qui compte un match en moins. Astre totalise 43 points contre 40 pour les cotonculteurs. Unisport du Onkam, 39 points, et Union Sportive de Douala, 38 points, peuvent mathématiquement prétendre à une place africaine au soir de la 26e et dernière journée, qui s'annonce très relevée pour les deux formations. Notamment, l'Union Sportive de Douala va croiser le fer à New Star, tandis que Unisport du Onkam viendra défier les Astres de Douala au stade de la réunification. Signalons à votre suite, Étienne Pascal Azegueux, que l'équipe de Bonaventure New Star de Douala compte désormais 30 points. Cette équipe qui est désormais à l'abri de la relégation après le nul concédé ce jour du côté de Yaoundé contre le Tonnerre Kalara Club local. C'était donc l'un des matchs en retard de la 25e journée de l'Elite 1 à Garoua. Le leader Coton Sport a battu 2-0 Fovo Club de Baham. À une journée de la fin du championnat, Coton Sport garde la tête du classement avec 43 points. Deuxième, Astre de Douala, 43 points aussi. Unisport du Onkam, 39 points. Et quatrième, Union de Douala, 38 points. Jusqu'ici, on ne sait pas encore de Renaissance de Ngoumou, 29 points. Panthère de Baganté, 26 points. Et Tonnerre, également 26 points. Lequel des clubs accompagnera Sable de Batié en élite au cours de la saison sportive prochaine. De l'actualité internationale à présent, d'abord en Égypte où des centaines de personnes se sont rassemblées pour protester contre un projet gouvernemental de loi anti-manifestation des personnes de tous bords politiques. Ces personnes qui ont manifesté contre cette fameuse loi et contre le pouvoir en place. Le reportage de nos confrères de CCTV News. Des centaines de libéraux et de gauchistes se sont réunis pour protester contre le gouvernement qui envisage une régulation des manifestations. Les Égyptiens devront demander l'autorisation au ministère de l'Intérieur avant d'organiser toute manifestation. Il est illogique de demander la permission du ministère de l'Intérieur pour manifester. C'est de la brutalité. Je suis ici pour manifester pacifiquement et je conteste toute tentative de réduire notre liberté d'expression. De nombreux analystes estiment que cette loi servira à maîtriser les ralliements des frères musulmans. Les autres partis politiques rejettent également cette loi. Nous ne sommes pas les frères musulmans, mais nous ne voulons pas que l'armée chasse Morsi, ont-ils clamé. Ces slogans ont irrité les partisans des militaires. Nous soutenons la loi anti-manifestation. Mais même si les gens sont contre, cela ne veut pas dire qu'ils sont contre l'armée. C'est notre pays. Et il est la victime de nombreuses conspirations. Durant les derniers jours de son mandat, l'ancien président Morsi envisageait également de voter une telle loi. Ses partisans la rejettent désormais formellement et continuent à manifester contre l'armée. La loi a été approuvée par le gouvernement par intérim. Il appartient maintenant au président Mansour de la faire passer. Ce n'est pas logique. Après avoir manifesté pendant 3 ans, ils veulent interdire les manifestations. C'est un régime arrivé au pouvoir grâce aux manifestations du 30 juin. Le secrétaire général adjoint de l'ONU s'est rendu ce week-end dans la capitale somalienne, à Mogadiscio, pour montrer la solidarité qui existe entre l'ONU et la Somalie. Il a été reçu par le président et le premier ministre avec qui ils ont discuté du processus de stabilisation de ce pays. CCTV une fois encore. Le secrétaire général adjoint Yann Eliasson s'est rendu à Mogadiscio pour évaluer les progrès réalisés au niveau de la stabilisation de la Somalie après 22 années de guerre civile. Le président Mohamoud a déclaré que l'ONU était solidaire de la Somalie.
L'ONU a été le garant et le soutien de l'unité et de la souveraineté de la Somalie ces 20 dernières années. Nous sommes aujourd'hui de retour, souverains et reconnus par la communauté internationale. Et nous allons prendre la responsabilité et le fardeau des mains de l'ONU. Cette fois, nous allons avancer et avoir une Somalie stable et unie. Le secrétaire général adjoint a rappelé l'engagement des Nations Unies envers la sécurité et la stabilité du pays via le soutien aux forces somaliennes. Nous espérons beaucoup être capables de contribuer à accroître la sécurité dans le pays, à travers la présence d'un contingent international, mais également via le renforcement de l'armée et des forces de sécurité de la Somalie. Eliasson s'était rendu en Somalie en tant que sous-secrétaire aux affaires humanitaires en 1992. Il a ensuite visité les bâtiments de l'ONU, qui avait été le théâtre d'un attentat suicide en juin dernier. Eliasson a planté un arbre à la mémoire des 15 victimes de l'attaque du 19 juin. Ce qu'ils veulent, c'est nous rendre craintifs et nous faire nous retirer et ne pas terminer ce que nous sommes venus faire. Et c'est pourquoi nous devrions, paradoxalement, utiliser cette occasion pour honorer ceux qui sont morts, en faisant notre travail main dans la main avec nos amis somaliens. Eliasson a également rencontré des représentants de la société civile et de la communauté diplomatique, ainsi que le personnel de l'ONU. Restons en Somalie où, face à l'insécurité galopante dans ce pays, des privés mettent en place des systèmes de surveillance. Il s'agit pour eux de combattre les différentes attaques enregistrées ces derniers temps. Reportage. Il n'y a pas plus de 2 ans, le gouvernement de Mogadiscio ne contrôlait que pâté de maison. Mais les choses ont évolué. Même si les combats sur le terrain ont cessé, les explosions et les fusillades sont habituelles dans la ville, rendant celle-ci presque aussi dangereuse qu'auparavant. Par conséquent, hôtels et entreprises font aujourd'hui appel à des agences pour assurer la sécurité de leurs clients. Kate Holt, journaliste travaillant pour Internews, se rend souvent à Mogadiscio. Elle estime qu'avoir recours à ces entreprises est nécessaire pour obtenir une sécurité privée. Nous devons les utiliser car Mogadiscio est une ville dangereuse où il est difficile de travailler. C'est pourquoi nous avons recours à des prestataires de services de sécurité pour nous permettre de nous déplacer et de faire notre métier. La sécurité s'améliore malgré tout à Mogadiscio, mais la capitale n'est pas encore marquée par la stabilité puisque les armes y circulent toujours. Pour sa part, Kate estime que la ville a changé depuis l'an dernier. Cela s'est sans conteste amélioré depuis l'année dernière et à chacune de mes visites, j'ai l'impression que ça va mieux. À l'évidence, de nombreux problèmes subsistent et on ne se sent pas à l'aise lorsqu'on doit sortir. En effet, circuler dans les rues de Mogadiscio peut être dangereux pour les étrangers, même s'ils sont escortés de gardes armés. La situation sécuritaire a changé à l'époque. La ville était divisée en 2 parties dirigées par 2 clans respectifs. Maintenant, on subit les explosions et les enlèvements. La menace est différente à chaque fois. D'ailleurs, la Somalie reste dangereuse pour les journalistes, qu'ils soient locaux ou étrangers. L'Afrique du Sud a quant à lui mis sur pied un système de précision météo-spatiale. Voici la découverte de ce système plutôt curieux avec nos confrères de CCTV. L'espace est un environnement inhospitalier sur lequel l'homme a très peu de contrôle et qui joue un plus grand rôle dans notre vie quotidienne que ce que la plupart des gens pensent. Ici, au Centre national spatial de l'Afrique du Sud, à Hermanus, les scientifiques surveillent le plasma du Soleil, qui permet de prédire certains phénomènes météo-spatiaux. L'impact de ces phénomènes peut être destructeur. Sur Terre, nous avons des phénomènes météorologiques, tels que les ouragans, des tempêtes, des éclairs, ce genre de choses, qui peuvent faire beaucoup de dégâts sur tout type de technologie. Dans l'espace, nous avons aussi une météo, des éruptions spatiales, des injections massives de l'énergie qui vient du Soleil et se dirige vers la Terre. Cela peut avoir des répercussions sur le champ de protection terrestre, appelé champ magnétique. Grâce au nouveau radar Super DARN développé par les scientifiques sud-africains, il sera possible de prédire la météo solaire et ses répercussions sur les technologies. Le radar va servir de système d'alerte précoce des phénomènes météo-spatiaux sur le point de toucher la Terre.
La lecture des niveaux de plasma dans la ionosphère terrestre est le moyen qu'ont trouvé les scientifiques pour détecter les tempêtes spatiales. Ils fournissent également des prévisions et lancent des alertes qui permettront de protéger les technologies auxquelles nous sommes habitués. De nos jours, l'homme est très dépendant des technologies, téléphonie mobile, Internet, système informatique, communication par satellite, système de navigation. Nous allons partout avec nos gadgets et la météo spatiale peut influer sur ces gadgets. Elle peut perturber nos capacités à surveiller et utiliser cette technologie dont nous sommes tellement dépendants. D'ici la fin de l'année, le nouveau système radar sera envoyé en Antarctique. Une fois mis en route, il révolutionnera la prédiction météorologique spatiale. Et de l'actualité internationale, je vous invite à en reparler tout de suite dans un instant avec notre invité qui nous arrive du Congo-Brazzaville. Et avec lui, nous allons justement évoquer l'actualité dans ce pays et même ailleurs en Afrique. À tout de suite. Merci de nous retrouver dans le cadre de la deuxième partie de ce journal. Et comme nous vous le disions il y a un instant, nous revenons sur l'actualité dans un pays africain très proche du Cameroun d'ailleurs, le Congo-Brazzaville. Et c'est avec notre invité, Elie Smith. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes journaliste au Congo-Brazzaville. Vous avez beaucoup travaillé sur les pays de la région, ou plutôt des Grands Lacs, on va dire ça comme ça. Oui, madame, oui. Alors, on va évoquer avec vous l'actualité, peut-être au Congo-Brazzaville, et pousser avec d'autres pays africains. D'abord, on a entendu parler ces derniers temps d'une rumeur annonçant un coup d'État au Congo-Brazzaville. Qu'en est-il exactement? Non, il n'y a pas de coup d'État au Congo-Brazzaville. Je pense que, comme on est à 3 ans de la fin du mandat officiel du président Denis Sassou Nguesso, dont il y a beaucoup de spéculations, y compris ce que vous m'aviez dit du coup d'État. Il n'y a pas de coup d'État au Congo-Brazzaville. Et donc, ce n'était qu'une rumeur en fait. Ce n'était qu'une rumeur. Vous savez, Pierre Péan a dit au Congo, la vérité n'existe pas, que c'est la rumeur qui fait office d'information. Donc, il était que de la rumeur. Le Congo, c'est un pays stable depuis toute une quinzaine d'années. Donc, coup d'État, ça serait quand même surprenant. Mais on a tout de même remarqué que le président Denis Sassou Nguesso a revu ses troupes. Beaucoup de nominations, on parle surtout du Conseil national de la sécurité. Cela veut peut-être dire qu'il y a eu matière à craindre. Non. Au Conseil national de la sécurité, c'est tout à fait normal. Le numéro 2 s'appelait le colonel Marcel Ntchourou, qui a été accusé d'avoir été l'un des commanditaires des explosions du 4 mars 2012, dont il n'est plus en fonction parce qu'il a été condamné dernièrement, dont il a été remplacé par un autre colonel à la retraite, mais le colonel Bonaventure Ngobo. Donc ça n'a rien à voir, ce n'est qu'un processus normal, réorganiser la sécurité d'un pays et qui est tout à fait normal vu que le Congo est dans une zone qui est turbulente. Vous avez la République centrafricaine et puis vous avez la République démocratique du Congo. C'est tout à fait normal pour qu'un gouvernement sérieux réorganise son système de renseignement pour être prêt à toute éventualité extérieure. Alors, de la Constitution, vous en parlez tout à l'heure, nous sommes à 3 ans pratiquement, donc 2016, pour la fin du mandat de Denis Sassou Nguesso, et des voix s'élèvent déjà au Congo-Brazzaville. Il y a par exemple le collectif des partis de l'opposition qui s'est mis en place pour protester contre cette éventuelle modification de la Constitution. C'est bien cela? Oui, c'est ce que le collectif des partis de l'opposition dit, des signataires parce qu'au Congo, il y a 2 groupes de partis politiques ou de l'opposition, ceux qui disent qu'ils sont l'opposition dite modérée et ceux qu'on qualifie d'entre guillemets extrémistes ou radicales. Mais ce n'est pas l'ordre du jour. Le président de la République congolaise, ce n'est pas la première fois qu'il respectera la fin de son mandat. En 92, il avait organisé les élections, je pense dans l'Afrique francophone. Il était l'un des pays qui ont organisé les élections, une conférence nationale souveraine. Il a perdu face à M. Lissouba et il a accepté de se retirer. Et en ce qui concerne la Constitution, on ne connaît pas la position actuelle du président de la République. Mais l'opposition pense que le président de la République veut modifier la Constitution. Je ne pense pas, et ce n'est pas aussi bien de spéculer quand la réalité n'est pas à l'ordre du jour. Je pense que le président Sassou
Il a ses défauts comme tout être humain, mais il est aussi quelqu'un qui respecte la démocratie. Je pense même ici au Cameroun. Mais vous on sait avez très bien changé que la Constitution. dans plusieurs pays africains, vous citez justement un exemple, le Cameroun, où parfois des présidents sont restés, plutôt on ne va pas dire muets, mais un peu silencieux sur la question, mais la modification de la Constitution est arrivée. Vous ne craignez pas que ce soit le cas similaire du côté du Congo-Brazzaville? Je ne pense pas, mais vous savez, le président Sassou, c'est quelqu'un qui est un fin stratège. C'est difficile de prédire. Parce que même en 92, les gens croyaient qu'il ne devait pas accepter la victoire de Pascal Lissouba, mais à la grande surprise des gens qui étaient proches de lui, il a accepté. Je pense qu'il y a beaucoup de choses depuis 15 ans, depuis la fin de la guerre, que le président Sassou Nguesso a réalisé. Le Congo est stable aujourd'hui. La démocratie congolaise n'est pas peut-être comme la démocratie camerounaise, mais elle progresse. Je ne pense pas qu'il va vouloir gâcher cette stabilité qui existe, mais on verra. Alors cela veut dire que vous pouvez facilement faire la comparaison entre la démocratie du Congo-Brazzaville et celle pratiquée au Cameroun? Oui, on peut la faire si la liberté d'expression est un baromètre qu'on peut comparaître. Quand moi je suis les débats sur les télévisions camerounaises, en particulier sur le vôtre, je suis impressionné le ton, c'est souvent entre guillemets violente, mais très libre, et qu'au Congo-Brazzaville, nous n'avions pas ce genre de liberté de ton. Dans la télé que je gère, on essaye un peu, mais ça n'a pas encore atteint le niveau des télévisions camerounaises, en particulier le vôtre, dont on peut voir qu'il y a un petit avancée, sans peut-être vouloir mépriser ce que le Cameroun fait. Je pense que dans une région que toutes les organisations classifient des derniers en ce qui concerne la liberté d'expression ou la démocratie, le Cameroun est quand même un peu en avant par rapport au Congo-Brazzaville. Vous savez, au Congo-Cameroun, vous aviez 18 députés de l'opposition, le grand opposition, le Social Democratic Front, et puis d'autres partis politiques comme l'UNDP, UDC et les autres. Mais au Congo-Brazzaville, on n'a que 7 députés réellement de l'opposition qui sont de l'UPADS. Sur combien de députés l'ensemble? Sur 139. Alors, on va évoquer avec vous une autre actualité bien suivie par les Camerounais. Ces Camerounais qui ont été pourchassés. On a parlé quelquefois des exactions dans quelques villes du Congo-Brazzaville. À Ouesso, précisément, quelle est la nature des relations entre les Congolais et les Camerounais? Elle est bonne. Contrairement à l'incident qui a eu lieu à Ouesso, mais généralement les rapports entre les Congolais et les Camerounais sont bons. C'est même mieux que les relations entre les Congolais et le grand voisin de la République démocratique du Congo, qu'on appelle souvent les Quinois ou les Quinoises. Je pense que les Congolais aiment les Camerounais parce que les Camerounais sont travailleurs, mais il faut savoir que ça peut arriver, l'incident qui est arrivé à Ouesso, parce que, disons le vrai, souvent il y a une petite minorité des Camerounais comme il y a dans toute population, qui font souvent des pratiques qui ne sont pas acceptables. Mais l'incident qui était arrivé à Ouesso, c'est un incident malheureux, que ce n'est pas récurrent. Donc je ne peux pas croire et je ne peux pas accepter qu'on dise ici que les Congolais sont contre les Camerounais. Mais il y a quand même des Camerounais qui ont été pourchassés dans cette ville. Oui. Et même ailleurs, leurs marchandises ont été cassées. Non, madame, vous savez, moi je vis au Congo et je peux vous rassurer que comparé avec d'autres nationaux comme les Maliens, les Mauritaniens ou les gens de la République démocratique du Congo, les Camerounais sont respectés parce que beaucoup des Camerounais sont des hauts cadres au Congo et ça peut arriver, parce que je peux imaginer même ici au Cameroun, il y a souvent les gens du Nigeria qui ont des problèmes avec des Camerounais. On ne va pas dire qu'il y a un acharnement sur les Nigérians qui sont ici. C'est la même chose. On ne peut pas singulariser ce qui s'est passé à Ouesso pour montrer que les Camerounais sont pourchassés au Congo, loin de là. Mais sauf que l'on peut dire que dans cette sous-région, dans la région Afrique centrale, dans la sous-région Afrique centrale, les Camerounais se plaignent des exactions très souvent, que ce soit en Guinée équatoriale, on parlait du Congo-Brazzaville, d'aucuns parlent également du Gabon tout à côté. Cela peut quand même prêter à confusion et pousser à s'interroger et à questionner même le rapport des Camerounais
avec leurs concitoyens d'autres pays de l'Afrique centrale. Oui, il faut aussi comprendre, je peux mettre ça à un autre degré, c'est comme vous avez un grand voisin qui est la République fédérale du Nigeria, ils ont 60 millions d'habitants et il y en a beaucoup qui sont au Cameroun. Mais par proportion, vous verrez qu'il y a beaucoup de Camerounais au Nigeria qu'au Cameroun. Mais c'est la même chose, comme le Cameroun, par rapport à d'autres pays de l'Afrique centrale, est plus peuplé et plus stable. Vous avez beaucoup de Camerounais qui vont là-bas pour travailler. C'est tout à fait normal, même en France, c'est tout à fait normal qu'il y ait souvent des frictions. Mais je pense que généralement, en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, le peuple du Congo-Brazzaville sont un peuple accueillant. Et les Camerounais, s'ils sont honnêtes, ce qu'ils sont, vont vous dire que même dans les contrôles policiers, ils sont moins accélérés que d'autres nationaux comme des Tchadiens, des Mauritaniens, des Maliens ou, une fois de plus, les Quinois et les Quinoises. Ça, c'est un mot générique pour tout le monde qui vient de la République démocratique du Congo. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas souvent de problèmes. Il y en a, mais... Vous estimez que c'est à une proportion négligeable? Oh, extrêmement négligeable par rapport aux Maliens ou à un Sénégalais, parce que un Camerounais ne vous dirait jamais qu'on lui voit en route et on lui demande de montrer ses papiers. Ce sont dans des cas rares, comme ce qui s'était passé à Ouesso. Et souvent, c'est à l'origine d'un petit malentendu ou d'un incident isolé. Comme à présent, à Pointe-Noire, il y a un problème, il y a une chasse aux Zaïrois, comme on appelle des gens de la RDC, parce qu'il y a eu un malheureux Zaïrois ou un natif de RDC qui a tué 2 Congolais. Vous voyez que ça peut arriver, mais tout le monde qui vient de la République démocratique du Congo ne sont pas des voyous, ne sont pas des prostituées. C'est la même chose. Tout le monde qui vient du Cameroun ne sont pas des fausseurs, comme on les appelle, féman, non. Il y a beaucoup de Camerounais, je répète une fois de plus, travaillent bien au Congo et ils ne sont pas un objet d'un harcèlement particulier. Ce qui est arrivé la dernière fois à Ouesso, c'est un incident malheureux. Et donc tout va bien entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville? Je pense très bien. Merci à vous, Elisme, d'avoir accepté cette invitation. Bon séjour au Cameroun. Merci beaucoup. Merci également à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi le journal sur Equinox Télévision. Merci également de rester en compagnie de nos programmes. Tout juste après, ce sera 100% foot avec l'équipe type autour de Sylvestre Hippolyte Zangao. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera exactement 20h. Bonsoir.